Oui, je suis là. Eh bien, je te laisse donc avec ton intervenant et très bon courage. Merci. À tout à l'heure. Alors déjà, merci beaucoup et Stéphania et Xavier pour cet échange qui était vraiment super enrichissant et qui nous a bien démontré l'importance que vont prendre les agents conversationnels à l'avenir. Je vais maintenant prendre le relais et on va partir sur la mesure de l'expérience client. Je vais accueillir notre prochain intervenant. Il s'agit de Julien Hervy. Alors Julien, je vois que vous êtes bien là, bien connecté. Ouais. J'espère que tout le monde vous entend bien. Oui. Oui, ok. Super. Alors, Julien Hervy, vous êtes consultant, expert expérience client et feedback management. Vous êtes diplômé de l'ESCP Business School et vous avez commencé par travailler en start-up avant de devenir consultant en stratégie. Vous accompagnez les organisations dans la conception et la mesure de l'expérience client, notamment avec la mise en place des programmes de feedback management, la modélisation des flux de données et aussi les meilleures pratiques observées, que ce soit dans différents secteurs ou dans différents pays. Votre sujet de prédilection, c'est la mesure de l'expérience client via le feedback management. Et vous avez comme problématique principale, d'abord, comment mesurer l'expérience client à travers le feedback management et la modélisation des flux de données. Et aussi, redéfinir l'offre à travers le prisme du CX et prendre en compte les opportunités liées à l'intelligence artificielle. Donc, Julien, vos clients sont principalement en France, mais aussi en Allemagne, aux US, au Canada. Et vous êtes fort d'expérience à l'étranger, comme par exemple au Japon, au Vietnam, aux États-Unis et aussi au Royaume-Uni. Alors, je vais commencer par la première question. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le feedback management et en quoi c'est un outil à l'amélioration de l'expérience client? Alors, bonjour à tous. Alors déjà, on me demande à moi aussi ce que c'est que la mesure de l'expérience client. Je vais pas répondre à biaisé. Merci pour la présentation. Vous avez dit beaucoup de choses, Nina. Et c'est intéressant de parler juste après Xavier qui a parlé de chatbot parce que le chatbot, c'est un des moyens d'interaction client qui touche à la mesure à l'expérience client et parfois à la mesure de l'expérience client. Que via le chatbot, parfois, on peut demander un avis. Et puis quand Xavier se demandait, petite transition, hein, quand on demandait à Xavier quel genre il faut choisir, est-ce que parfois là il faut faire un chatbot conversationnel, texte ou plutôt vocal, tout ça c'est dans la stratégie expérience client. C'est toutes ces choses qu'il faut penser pour optimiser le parcours client. J'y reviendrai. Donc la question c'était qu'est-ce que le feedback management? Je pense que déjà feedback client ça parle à tout le monde. L'avis client, il est tout autour de nous tous les jours dans la consommation du quotidien. Et bien alors, le lien entre le feedback management et la customer experience, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on peut se poser trois questions. De quoi on parle? Quel est le but? Et ensuite, mon ambition à moi à travers le feedback management. Vous avez énoncé ma problématique, mais bon. Alors, feedback management, c'est collecter, enrichir et exploiter la perception des clients à travers leurs interactions avec la marque. On parlait du chatbot juste avant, c'est un exemple. D'accord? On collecte l'avis du client, mais tout ça sans que ce soit contraignant en fait. Et en respectant tout ce qui est consentement, stockage des données, CF, RGPD. Le feedback management, c'est une plateforme, mais c'est aussi une organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser une plateforme de feedback management si derrière, on n'a pas organisé ses ressources humaines en fonction, ses méthodes en fonction. Parce que le feedback management, c'est collecter de la donnée client lors de chaque interaction pour l'utiliser en interne. Mais si ce n'est pas partagé en interne, si on a deux services qui sont en interaction avec le client et qui collectent chacun de leur côté des données clients, enfin des verbatims sur l'avis client, mais qui ne se l'échangent jamais, ça ne va pas marcher en fait. Et donc moi, la feedback management, comme je le perçois, mais c'est largement dit comme ça, hein, maintenant, la plupart des solutions CRM comme Salesforce, SAP qui a racheté Qualtrics, le leader du feedback management aux États-Unis, ils se mettent à faire ça justement, à collecter. Le feedback management, c'est collecter de l'avis auprès du client, mais aussi auprès des collaborateurs.
en vue, bien sûr, d'améliorer l'expérience client en continu. Le en continu est très important. Ce n'est pas juste du one-stop comme ça, non, c'est perpétuellement. Donc, à la fois une plateforme et une organisation. Donc, je l'ai dit, c'est une démarche globale. On va au-delà de la relation client puisqu'on touche à l'organisation et à la culture d'entreprise. On en a parlé aussi de la culture d'entreprise avec Monsieur Joannet. Ben oui, parce que si subitement on dit aux clients, aux collaborateurs qu'il faut parler différemment aux clients, on va changer les process de la relation client, ça va toucher à la culture d'entreprise autant qu'à l'image de marque. Alors pourquoi est-ce qu'on fait du feedback management? Pour collecter, stocker, analyser et partager, encore une fois, partager, c'est très important et c'est là qu'on touche à l'organisation, la voix du client en interne. On parle aussi de VOC comme Voice of the Customer. La plateforme, on la connecte bien souvent à des outils CRM, SAP, Salesforce, le CRM maison des boîtes parfois. Voilà, à tel point que des grosses sociétés comme Salesforce, comme je le disais avant, créent leur propre solution de feedback management. Donc à l'origine, le feedback management, il n'y a pas si longtemps, et je pense que ça va parler à tout le monde, c'est pour faire deux choses. Donc du NPS, comme Net Promoter Score, vous savez, la fameuse sur une échelle de 1 à 10, combien recommanderiez-vous nos services ou tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour évaluer la performance des process, de l'entreprise, des collaborateurs, des équipes. C'est pour respecter des standards de qualité. Parfois, quand on fait un audit, on va demander quels sont les niveaux de NPS. Moi, quand j'arrive dans une entreprise pour optimiser le parcours client, essayer de voir comment on peut améliorer l'expérience client, je vais d'abord aller chercher des niveaux de NPS. Ensuite, on va aller creuser dans les verbatims clients pour essayer de détecter quels sont les sujets en fait, que les clients abordent. Le deuxième sujet, à l'origine, c'était la e-réputation. Et quand je dis à l'origine, c'est il n'y a pas si longtemps. Quand je parle d'avis client, je suis sûr que tout de suite, je suis sûr, il y a des chances que vous ayez pensé à e-réputation. Les avis Google, Facebook, toutes ces choses-là, dont dépendent beaucoup de commerçants aujourd'hui, mais pas que. Et maintenant, c'est très orienté CX, en fait. Ça prend un petit peu tout ça. C'est-à-dire que l'avis client, il y a trois choses. Il y a l'avis client côté e-réputation, l'avis client côté plutôt évaluation des process, de la qualité de l'offre, où on va faire des tests systématiquement pour essayer de comprendre comment mieux vendre au client, comment mieux le satisfaire. Et dès l'origine, pour faire de la conception de produits, pour faire de l'innovation basée sur ce qu'on a, cette espèce d'intelligence collective qu'est le client. L'enjeu aujourd'hui, c'est le client, il veut que tout soit comme Amazon ou Uber, des champions de l'expérience client, c'est-à-dire il veut que ce soit rapide. Il veut, quand on lui demande son avis, ce soit facile. Il veut pouvoir suivre son client. Il veut pouvoir suivre son produit en ligne comme chez Amazon. C'est-à-dire que, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec un géant de l'aéronautique en B2B, donc qui vend à des clients qui sont des grandes entreprises. Les acheteurs côté client, ils veulent suivre, c'était des moteurs d'avion, ils veulent suivre leur commande aussi facilement qu'ils feraient avec un colis de la poste. Il n'y a pas de secret. Voilà, moi, mon ambition, je le répète, vous l'avez dit, mais c'est faire que chaque interaction entre la marque et le client permette d'enrichir les connaissances qu'on a d'eux. Et en fait, on a trop tendance à penser que le marketing, c'est pas très éthique. Mais quand on remet du CX là-dedans, le CX, c'est pas que pour vendre, absolument, non, c'est juste pour satisfaire le client et pour le laisser maître de revenir à nous, en fait. S'il est satisfait, c'est comme Starbucks, par exemple. Comment est-ce qu'ils font pour être champion de l'expérience client? Ils essayent de vraiment être à l'écoute des clients, ils essaient de capter les meilleures pratiques qui se font partout. Ils mettent tout ça en place, ils écoutent en continu, ils font évoluer en continu et les clients reviennent toujours là-bas. Et d'ailleurs, quand on va chez Starbucks, oui, c'est pour la qualité du café, c'est vrai que le café est bon, mais pas que, c'est pour tout ce qu'il y a autour, tous ces accessoires de l'expérience, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, il y a quelque chose, un chiffre important qui date de 2019, mais il y a le fameux Customer Experience Index de Forrester qui dit que les marques leaders dans l'expérience client obtiennent 1,5 fois plus de commandes que les autres marques. Et d'ailleurs, les marques leaders dans l'expérience client ont plus de chances d'avoir de la bonne rétention de ne pas avoir trop de turnover au niveau des collaborateurs.
Donc voilà. D'accord. Pourquoi Jean- l'expérience client? Derrière, pour savoir comment innover, comment faire de nouvelles offres, comment mieux satisfaire les clients, mieux satisfaire les collaborateurs. Ok. Puisqu'on parlait de chiffres, je vais en profiter pour vous partager les résultats du petit sondage qu'on a fait. Ouais. Donc, à la question, savez-vous ce qu'est le feedback management? La majorité de notre public a répondu que non, à 58%. Et à la question, analysez-vous l'expérience client dans votre entreprise actuelle? La majorité était à oui, avec 60%. Est-ce que ces chiffres vous étonnent? Non, 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 je ne suis pas étonné sur le premier déjà. J'espère que j'ai été suffisamment clair, sinon il ne faudra pas hésiter à venir. Me Ouais, poser non, des c'était questions. très clair. Mais vraiment, enfin, il faut bien comprendre que le feedback management, donc c'est un peu tout le système, toute l'organisation qui va autour de la customer experience. Ça va au-delà de mesurer la satisfaction. Puisque quand on envoie une enquête, je ne sors pas très souvent ce mot, mais pourtant c'est le terme. Quand on envoie une enquête client, que ce soit par mail, bon, bref, vous imaginez tout ce qu'on peut faire, même chatbot d'ailleurs, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que la note du client. C'est pas que s'il est content ou pas content. Non, c'est aussi derrière dans le verbatim. C'est ça le plus important. C'est ce qu'il va partager avec nous. Parfois, il va être furax et il va nous donner un avis absolument négatif, très, très, très mauvais, mais qui va nous faire réagir. On va se dire, ah oui, j'avais bossé avec les salons Grand Voyageurs de la SNCF. Bah, on n'y avait pas pensé, mais les clients, un peu comme quand ils vont chez eux, par exemple, ils veulent des poubelles de tri. Ben ça, ceux qui avaient conçu les salons de grands voyageurs, ils n'y avaient pas forcément pensé. Ben, c'est les clients, à force d'insatisfaction, ils ont également la générosité de dire ça serait sympa de mettre ça en place. Mhm. Et il y a les clients qui sont très contents et on ne s'y attendait pas. Vraiment, l'odeur que vous diffusez dans le salon Grand Voyageur, exemple de Montparnasse, vraiment, je me sens bien quand j'arrive là. Quand vous avez une belle occurrence de personnes qui disent ça, derrière, vous allez dire peut-être que ça vaut le coup de le mettre dans d'autres salons. D'accord. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint aussi ce qu'on a vu avec la table ronde de la marque ce matin. Oui. Donc c'est vraiment dans la continuité. Je vais continuer avec ma deuxième question. Du coup, dans quelle situation une organisation va faire appel à vos services et quelles vont être ses attentes en fait? Alors, déjà, on peut se demander qui vient, en fait, qui vient me voir. Donc, souvent, ce sont des directions marketing, com, parce qu'on touche parfois un peu à la réputation quand même, innovation et souvent les directions générales. Parce que le CX, très vite, je ne pensais pas en me lançant là-dedans, enfin, j'avais travaillé en startup avant, mais ça touche très vite à des sujets stratégiques. Ce sont des PME, des startups et des grandes entreprises. Et plus souvent d'ailleurs même des grandes entreprises, mais ça commence à être un peu tout le monde maintenant. En France, à l'international, on en a parlé tout à l'heure. Des entreprises mûres sur la relation client qui veulent se faire challenger pour booster leur chiffre d'affaires et optimiser leur relation client. On va parler aussi d'image. Ou des entreprises plus novices qui veulent juste découvrir la vision CX et les outils, qui veulent en savoir un peu plus sur le feedback management, qui ont quand même l'habitude de travailler avec des systèmes d'enquête, mais ce n'est pas très performant, ça ne leur sert pas à grand-chose. Elles sont quand même obligées d'utiliser, j'ai travaillé avec les offices du tourisme de PACA pour obtenir un label qualité tourisme. Elles sont obligées de montrer qu'elles mettent en place les moyens de collecter l'avis du client. Mais derrière, c'était il y a 4 ans, derrière, elles ne savaient pas trop quoi en faire. Déjà, elles ne savaient pas trop comment booster le taux de retour, et puis derrière, elles ne savaient pas trop quoi en faire. Elles viennent me chercher. Et ça peut être des choses comme ça. Donc, pourquoi elles viennent me chercher? J'en ai plus ou moins parlé, mais c'est souvent lorsqu'elles réalisent que le parcours client n'est pas optimal. Et ça, c'est à la fois les collaborateurs qui ont des bugs dans les process et qui voient bien que c'est long, les délais de réponse aux clients, que les clients ne sont pas contents. Donc, ça vient à la fois l'attente vient à la fois des collaborateurs et des clients. Et donc, on dit, voilà, il y a un problème de parcours client. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait? Et c'est là que je viens. On va modéliser le parcours client. Et d'ailleurs, je vais faire un certain nombre de recommandations, comme par exemple, je peux dire, voilà, à l'étape juste avant la livraison, entre la facture et la livraison, on pourrait mettre en place sur le portail client, on pourrait mettre un chatbot. Allez voir Xavier, va vous dire quoi faire, parce que les clients ont besoin de plus de réactivité pour savoir où est leur produit. Puis allez voir telle autre société qui va vous permettre
de mettre un module sur votre site pour visualiser en temps réel le déplacement du produit. Vous voyez ce genre de choses. Ensuite, parfois suite à un audit de process, ou alors tout simplement parce que la direction générale, avec une des concessions automobiles par exemple, une concession vient et dit la DG nous a tapé sur les doigts parce que le NPS n'est pas assez bon et du coup on n'a pas la prime. Comment est-ce qu'on peut augmenter le NPS? C'est très classique. Après, ça peut être de l'innovation dans l'offre. On veut sortir une nouvelle gamme de produits, que ce soit services ou produits justement. Et on veut ouvrir une nouvelle chaîne de restaurants ou je ne sais pas quoi. Mais on va être sûr de satisfaire les clients dès l'origine. Donc déjà, on va partir sur un benchmark. Quels sont les meilleurs outils de recueil de l'avis client? Et d'ailleurs, quelles sont les meilleures pratiques en fait en termes d'avis client? Qu'est-ce qui se fait? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis après, juste de la e-réputation. Voilà, on a une mauvaise e-réputation. On sent que d'un point de vue très web marketing, ça nous impacte. C'est que le taux de transformation en ligne n'est pas bon parce que les gens, quand ils arrivent sur notre site, ils voient les avis clients, ils voient que ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Déjà, d'un point de vue légal, qu'est-ce qu'on peut faire? Acheter des faux avis? Non, ça, on ne peut pas faire. Comment est-ce qu'on améliore les avis? Est-ce qu'on doit laisser les mauvais avis? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Et ensuite, je l'ai dit, modélisation. Ce que j'offre, c'est de la modélisation et de l'optimisation des parcours clients, avec après des recommandations sur l'organisation. Donc là, c'est de la strat. La culture d'entreprise, les outils. Allez voir Xavier, vous faire quelque chose de très bien. Allez utiliser tel outil de feedback management. Votre problématique, c'est juste de la e-réputation. Écoutez, pas de feedback management, on va juste faire de la e-réputation. Il y a des outils très bien qui existent en Allemagne, à Copenhague, pour ne pas les citer. Benchmarking et au-delà, le SIG, c'est très transverse. Donc, je fais du conseil aussi en stratégie de com, plan marketing, puis tout ce qui est utilisation optimale de la data client pour booster le taux de transformation. Voilà. D'accord. Alors, vous nous l'aviez dit lors de notre premier échange, ou du moins avec ma collègue Stéphania, lors de la prise de contact, les opportunités qui sont liées à l'intelligence artificielle, elles sont vraiment au cœur de votre problématique. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de ces opportunités de l'intelligence artificielle dans cette démarche de mesure et d'amélioration de l'expérience client? Alors, les opportunités, je vais encore vraiment, ça tombe très bien que Xavier soit passé juste avant. C'est ça, en fait. C'est tout. L'intelligence artificielle va permettre d'améliorer les outils. En gros, pour que les collaborateurs puissent se concentrer, ça va automatiser un certain nombre de tâches pour que les collaborateurs puissent se concentrer sur les interactions humaines, pour enchanter le client tout au long du parcours client. Ce qui est plutôt beau, le terme est un peu fort, mais dans le Customer Experience, c'est que c'est quelque chose de très humain, parce que ce qui vous satisfait le plus, quand vous allez dans un espace Apple, les Apple Store, c'est pas tant de toucher les produits et tout. Oui, ça en fait partie, mais c'est surtout l'échange que vous allez avoir avec le conseiller Apple ou quand vous allez avoir au téléphone. C'est le côté très humain. Donc voilà, l'IA va permettre d'automatiser plein de choses qui peuvent être automatisées pour que les collaborateurs puissent mieux se concentrer sur des choses qui enchantent le client, pas sur des choses un peu basiques, on va dire. Ensuite, ça permet d'avoir une compréhension très fine des attentes du client. Là, on va d'analyse de données, tous ces outils comme d'analyse sémantique qui travaillent, qui marchent aussi avec les chatbots, qui vont aller analyser des volumes, des grands volumes de données clients, des grands volumes d'avis clients. Je pense par exemple j'ai travaillé avec les aéroports français dans 23 aéroports d'une marque française, pour ne pas la citer, dans 3 pays. Le volume d'avis qui remontait de façon cross-canal via divers canaux était énorme et on ne peut pas mettre une personne ou deux ou même une équipe là-dessus à traiter les avis toute la journée. Ce n'est pas possible en fait. Alors qu'une IA, à travers l'analyse sémantique et les data scientists, les linguistes qui vont paramétrer tout ça, va permettre de catégoriser rapidement tous les avis, d'aller chercher les mots-clés et de très vite vous donner un dashboard par pays, par type de sujet, tout ça en disant, voilà, le niveau de satisfaction sur la propreté de l'aéroport est là, elle a évolué de temps par rapport au mois dernier, le niveau de satisfaction par rapport
aux conseillers dans les aéroports, ah, il a tendance à baisser. Ah ben, pourquoi il a tendance à baisser? Parce que les gens se plaignent de blablabla. D'un seul coup d'œil, on comprend en fait ce qu'il y a dans la tête du client. Pourquoi il est satisfait ou pourquoi il n'est pas satisfait en fait. Et même on peut, avec des modèles prédictifs, bon, ça on y arrive, hein, c'est encore, on peut imaginer, grâce à des gros volumes de données, ce qui va faire plaisir au client ou ce qui au contraire ne va pas lui faire plaisir. Pour ça, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on peut se dire, waouh, la machine, c'est mieux que moi ce qui me fera plaisir. Non, on n'y est pas tout à fait, mais c'est des modèles prédictifs. Voilà, tout ce qui permet d'automatiser, de personnaliser les interactions et d'offrir un maximum de canaux d'interaction entre la marque et le client pour que le client, ça le contraigne le moins possible. Si, par exemple, moi, j'utilise beaucoup, enfin, comme beaucoup, hein, beaucoup mon téléphone en vocal pour faire des recherches sur Internet, même parfois pour écrire un texto. Les mails pro, j'essaie d'éviter quand même. Mais si on me demande un avis, j'aimerais qu'on puisse me laisser le donner en note vocale. Parce que comme ça, je n'ai pas de correction à venir faire en speech to text. Après, je sais que alors ça c'est côté client, comment ça améliore l'expérience client. Côté entreprise, ce que ça apporte, ça va être, bah oui, justement, l'analyse plus fine et derrière, de le partager plus facilement aussi, de très vite monter des dashboards avec la synthèse de tous les avis clients et de pouvoir rapidement le partager en entreprise avec le service commercial, le service logistique. Parce que c'est ça la problématique dans l'expérience client, c'est tous ces volumes de données, on ne sait pas comment faire en fait. D'accord, donc en fait, ça va faciliter pour l'entreprise la compréhension de toutes les données clients qu'il peut récolter en fait. Voilà, alors deux petites choses. Côté entreprise, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a l'opportunité, alors j'ai vu qu'il y a une entreprise, je ne me rappelle plus son nom là, ça m'est sorti de la tête, mais qui permet aux clients de donner un avis en vidéo. Okay. En vocal, pourquoi pas, mais même en vidéo. On laisse son avis en se filmant. Alors ça a vraiment du poids, c'est ce qu'on appelle du Customer Generated Content, du contenu généré par les clients. Ça a beaucoup de poids. Et alors par contre, il y a un deal à passer entre l'entreprise et le client, c'est très important. Je pense que les futurs labels de AFNOR et tout ça vont évoluer dans ce sens-là, au regard de tout ce qui est données personnelles, protection des données personnelles, RGPD, tout ça. C'est de faire en sorte que les entreprises s'engagent à collecter de l'avis client pour améliorer l'expérience client, pour faciliter la vie des consommateurs, pas juste pour vendre davantage. Il faudrait que chaque donnée puisse être collectée, on soit garanti derrière d'avoir une amélioration de l'expérience client. Vous voyez que parfois on vous demande des données, votre nom, votre prénom, votre âge, parce que pour accéder à un service supplémentaire, pour débloquer des fonctionnalités dans une application et tout. Waouh, là, on sait pourquoi on donne ces données. D'accord. Et alors, dernier point très important, le Phygital, je m'y suis beaucoup intéressé. Le Phygital, c'est pouvoir rapporter des expériences digitales en magasin. Et ça c'est possible que grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va chez Sephora, depuis des années, on est un petit peu blasé parce qu'on ne peut pas essayer ce fameux maquillage. Il faut absolument qu'on aille l'emprunter à une amie ou on ne peut pas essayer ce parfum parce que, bon, peu importe. Restons sur le maquillage ou les vêtements. Je crois que Decathlon le font très bien. Et je me regarde en face d'un miroir, je sélectionne le vêtement, je sélectionne le maquillage et j'apparais comme si j'avais le maquillage ou le vêtement, comme si je le portais. Ah, simple, je peux même le prendre en photo et l'envoyer à des amis et savoir un peu ce qu'ils en pensent. Ouais, c'est vrai que le Phygital à l'expérience client. Apporte aussi, je pense, un côté ludique qui plaît beaucoup aux clients et qui permet de le fidéliser aussi. Alors, on va poursuivre. Vous nous parliez au début de l'interview de l'expérience que vous avez eue dans l'aéronautique. Donc, en fait, vous avez été pionnier dans 3 domaines, notamment l'optimisation des parcours clients B2B pour un leader de l'aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce sujet? Donc le sujet de l'expérience client. En fait, à l'origine, j'étais directeur marketing dans une startup qui collecte l'avis client pour en faire de la e-réputation, une petite startup à Aix. Le sujet m'a passionné et donc rapidement, je me suis lancé en tant que consultant, mais en m'orientant sur quelque chose de plus large, donc l'expérience client, vous avez compris.
ça englobe la vie client. Et à force de recherche, à force de rencontrer du monde, un jour, j'ai le leader de la certification, on ne va pas le nommer, qui est venu me chercher pour me dire, voilà, Julien, on aimerait mieux comprendre ce que c'est que l'expérience client, ce que c'est que le feedback management, ce que c'est que le Figital. Figital, en un mot, je ne sais pas si ce sera beaucoup plus clair, mais c'est l'hybridation des parcours clients entre online et offline. Figital, P-H-Y-G-I-T-A-L. C'est le mélange de digital et de physique pour le coup. Voilà, donc je les ai aidés à poser les standards et à essayer d'apporter un petit peu de mesure de l'expérience client dans leur offre, dans leur label. Voilà, donc à partir du moment où j'ai commencé à poser des standards, il y a des gens qui sont venus me chercher pour expliquer en interne, pour former les directions, essayer de mieux comprendre ce que c'était la customer experience et tout ça. Et puis un jour, il y a un géant de l'aéronautique, un Américain qui est venu me chercher pour me dire, bon alors nous, on a une problématique, nos clients ne sont pas très satisfaits des interactions qu'ils ont avec nous. Et quand je dis interaction, ce n'est pas juste interaction vocale, c'est interaction sur la plateforme, c'est quand ils vont sur la plateforme pour suivre leurs colis, justement, machin. Les colis en question sont des moteurs d'avion. On fait partie, on est un des leaders mondiaux, donc on n'a pas trop de problèmes de concurrence, mais quand même, on sent que ça impacte un peu le moral des collaborateurs au service client, par exemple, et puis on ne va pas rester indéfiniment, on ne va pas pouvoir rester leader si nos clients ne sont pas satisfaits de nous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais là-bas et on a été voir via des interviews et via des données que j'ai pu collecter à droite à gauche, on a été faire une cartographie du parcours client, une modélisation du parcours client. Et alors là, on va s'arrêter à chaque étape du parcours client. Qu'est-ce que c'est? Côté client, qu'est-ce qu'on fait? Et côté entreprise, qu'est-ce que ça implique? Qui sont les acteurs de l'expérience client, indirectement et directement? C'est-à-dire que la facturation, on pourrait penser, mais non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'ils font? Si, eux, ils établissent la facture et ils rendent la facture lisible au client. Ils se doivent d'être réactifs parce que le client, il attend ça assez rapidement. Et à partir de là, on a été voir dans chaque interaction ce que le client attendait, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et pour ça, on se basait sur les avis qu'ils avaient déjà collectés jusque-là avec Qualtrics, pour le coup, qui est le leader du feedback management. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris le niveau de satisfaction à chaque étape, on va faire des recommandations. Là, il faudrait penser à améliorer la user experience de la plateforme. User experience, c'est juste l'utilisateur face à une interface ou un produit. Souvent une interface, une application par exemple. Le customer experience, c'est une marque. C'est un client face à une marque. Donc le CX, c'est moins technique, c'est plus global que l'UX. Là, il faut faire ça. Là, il faudrait penser à envoyer un petit mail de voilà, ça fait, vous avez déjà fait, je sais pas, X kilomètres avec notre moteur, nous vous félicitons. Quand on livre un moteur à plus de 5 millions, le moindre des choses, c'est de livrer soi-même avec une bouteille de champagne. C'est des exemples. Vous voyez, on va y chercher un petit peu ce qui se fait. L'idée du champagne, c'est ce qu'on peut voir chez les constructeurs automobiles comme BMW, Mercedes. Pourquoi pas le faire sur d'autres secteurs? Et la question du chatbot s'est vraiment posée. Et c'est en cours d'ailleurs. Bon, voilà, on sait que vous privilégiez les interactions de qualité, sauf que votre service client, il n'est pas toujours disponible pour répondre dans les 24 heures, on va dire. Dans ce cas-là, autant mettre dans un premier temps un chatbot pour que le client ait une réponse rapide et le sentiment d'une interaction de qualité, quitte à ce qu'un collaborateur du service client prenne le relais rapidement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a externalisé une partie de notre service client, mais vis-à-vis d'un point de vue du client, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous, quand vous appelez SFR, vous êtes ravi de savoir qu'en fait, vous tombez, je vais dire une bêtise, je vais dire un pays au hasard, je fais exprès, que vous tombez en Biélorussie ou en Ukraine avec une société tierce partenaire. Non, vous voulez interagir avec SFR. Voilà. Ensuite, l'expérience client, comme je disais, c'est très humain, ça touche beaucoup aux ressources humaines. Et l'expérience client, c'est un collaborateur qui, dans le service client, dans un call center, va être capable
de ravir la personne qui est au téléphone parce qu'il va être sympa, il va proposer les bonnes solutions, mais juste un petit peu de chaleur dans sa voix. Bah, si l'entreprise qui me demande d'optimiser le parcours client n'a pas intégré son call center, bosse avec un call center externalisé, je ne dis pas que c'est toujours une erreur, mais bah, elles n'ont pas trop la main justement sur la formation des collaborateurs du call center, sur comment mieux parler d'elles. Vous voyez, la culture d'entreprise, elle marche bien en interne, mais avec les partenaires, c'est un peu plus compliqué quand même. Ça, et puis bah oui, du coup, au-delà de la réorganisation, c'est aussi mieux former ses collaborateurs qui comprennent que, alors je ne parle pas seulement des textes, leur donner un texte, non, au contraire, il faut qu'ils parlent assez naturellement, mais les former là-dessus quand même. Ça, les challenger un petit peu, c'est quelque chose qui se fait parfois, les challenger, quand on voit que envoyer une enquête de satisfaction juste après un call au call center avec le service client, ça permet à la personne du call center de savoir un petit peu si la personne qui est liée au téléphone est satisfaite de son interaction. Et si elle ne l'est pas, il saura quoi faire la prochaine fois pour mieux la satisfaire. Ok, très bien, merci beaucoup. Oui. Voilà. Et donc, faire de la stratégie expérience client en milieu B2B, c'est moins courant qu'en B2C. Et alors, dans l'aéronautique, pour en avoir parlé avec le théoricien américain là, qui a inventé Customer Experience, Joe Pine, c'est assez nouveau, mais je suis content que ça touche tout le monde au final. Et les collaborateurs du call center étaient ravis d'être mis en lumière, alors que parfois ils sont un peu délaissés de côté. Genre, oui, bon, c'est le service support. Non. Ils ont un vrai rôle dans l'expérience client. Oui, c'est vrai que souvent, c'est un peu les oubliés. Oui. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, quelques minutes peut-être pour une petite conclusion, et on a quelques questions qui nous ont été posées dans le chat, qu'on regardera après. Ah oui, je n'ai pas fait. Oui, je vois là. Conclusion. Ok. Alors oui, peut-être. Alors oui, pour bien comprendre l'expérience client, oui, c'est lire, c'est rencontrer les acteurs de l'expérience client, comme encore une fois, désolé de vous citer tout le temps Xavier, mais comme Xavier par exemple. Mais surtout comprendre en fait, ça a quelque chose d'amusant, c'est du quotidien l'expérience client. J'ai la chance pour mon métier, mais même en dehors de ça, de pas mal voyager. Et j'arrive à déconnecter quand même parfois, mais j'observe un petit peu ce qui se fait dans divers pays en termes d'expérience client, que ce soit dans un bar, dans un café, dans un shopping, bon bref, tout type de commerce. Voir un petit peu comment les consommateurs se comportent ailleurs et comment les commerçants, eux aussi, répondent à leurs attentes. Un exemple tout bête, à Stockholm, on paye en dématérialisé, enfin sans contact, et on ne vous propose pas le ticket de caisse. Enfin, on ne vous le donne pas, on vous le propose. On dit, vous voulez le ticket de caisse ou pas? Parce que aujourd'hui, la plupart des gens, en tout cas moi j'en fais partie, je ne veux pas du ticket de caisse. Et je suis toujours embêté quand on me l'impose et on me dit, tenez le ticket de caisse. Je dis, non, désolé, gardez-le. Non, évitez-moi ce genre d'interaction qui ne sert à rien. À Stockholm, systématiquement, on demande avant de l'imprimer, peut-être pour des raisons écologiques aussi, est-ce que vous voulez le ticket de caisse? Non. Voilà, toutes ces choses à observer. Oui, comme je le disais, hein, ça va bien au-delà de la mesure de la satisfaction de l'expérience client. Ça touche beaucoup à l'organisation aussi. Et quelque chose de très, très important, l'expérience client, c'est le miroir de l'expérience collaborateur. On en parle de plus en plus. Et en fait, l'amélioration de l'expérience client, au téléphone, par exemple, dans les call centers, ça va booster la motivation des expériences collaborateurs, parce qu'on améliore leurs conditions de travail quelque part. Et on dit souvent « happy customers make happy employees »,« make happy customers make happy employees ». C'est un cercle vertueux. Et bizarrement, les collaborateurs restent dans les entreprises où il fait bon travailler. Les entreprises où il fait bon travailler, c'est aussi les entreprises où les clients sont satisfaits. Et pour cela, il faut mettre en place le système, les bons outils. Et voilà. D'accord, merci pour cette conclusion. On va du coup passer aux questions. Alors, on a une question de Oudra qui demande lorsque vous avez un verbatim négatif, comment procédez-vous? Alors, ok, deux choses. Le verbatim, il peut déjà être en ligne sur Google ou sur Facebook, TripAdvisor. Alors là, il faut faire de la modération tout de suite. Il faut revenir, il faut montrer en tant que marque qu'on est à l'écoute des clients. Déjà ça.
déjà, aller vers le client en faisant une réponse, c'est déjà un pas vers l'avant assez positif. Et puis derrière, apporter une solution tout de suite. Faut pas, si c'est un avis complètement erroné, qui n'a rien à voir de quelqu'un qui était vénère, mais on ne sait pas pourquoi, dans ce cas-là, il faut il faut en rigoler, quoi. Il faut faire une petite plaisanterie et puis rappeler on a à cœur de mieux les satisfaire. Après, si c'est en interne, l'avis négatif, tout de suite, on doit pointer du doigt, voir quel est le process qui est responsable de cette insatisfaction. Est-ce qu'il y a eu un bug sur la plateforme de livraison, blablabla, et qui est la personne? Et puis, il faut aller la voir et dire, voilà, qu'est-ce que tu peux faire? L'agent de nettoyage, voilà, on n'arrête pas de nous dire que c'est sale à ce niveau-là. Est-ce que tu as pensé à nettoyer? Ok, tu le sauras la fois prochaine. Donc, il faut tout. Et alors, surtout, le verbatim négatif, il ne faut pas chercher à le cacher quand on parle de e-réputation. Sinon, vous n'êtes plus crédible. Si vous mettez en avant que les bons avis, je parle des avis sur lesquels on a la main, qu'on peut mettre via un petit module sur son site. Non, il faut tous les mettre. Il faut juste apporter des solutions aux avis négatifs. D'accord. Et l'aspect temps est important aussi dans le sens où il faut répondre… la réactivité. Ouais. La réactivité, voilà. Il faut être juste, réactif. Ok. Deuxième question de Samuel. Le chatbot ferait office d'une prise en charge préliminaire pour éviter les contrariétés supplémentaires ou il pourrait intervenir en tant qu'apporteur de solutions? Parfois, il peut suffire à apporter une solution. C'est-à-dire que je parle, je suis encore toujours sur le vocal, mais sur la poste, pardon, je vais parler avec le chatbot, je vais dire, il est où est mon colis? Voilà, je n'ai pas besoin forcément d'avoir quelqu'un au téléphone, d'attendre qu'on me dise patientez 1 minute, c'est bientôt votre tour. Non, parfois ça peut juste suffire. Mais parfois, quand j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un, c'est pas mal de filtrer. Pour l'entreprise, c'est intéressant que quelqu'un qui ait eu un filtre avec le chatbot pour que la personne soit envoyée au bon collaborateur. Enfin, il faut juste penser que le chatbot, il est là pour améliorer les conditions de travail autant que l'expérience client, quoi. D'accord. Est-ce qu'il nous reste des questions? Ah, pardon, je vois, c'était dans le cadre de l'exemple de la société d'aviation américaine. C'est marrant, c'était vraiment rigolo parce que quand on achète un moteur d'avion à 1 million, 5 millions, 10 millions, finalement, en tant qu'acheteur, donc employé de chez Boeing, Air France, je ne sais pas trop, c'est un métier, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et on n'a pas envie d'avoir des problèmes, de devoir appeler 1000 personnes chez mon client pour essayer de comprendre où est le moteur. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a un client, une compagnie aérienne qui utilise notre avion, le truc est bloqué au sol. Alors, il est où? Vous devriez, vous, au milieu, Boeing par exemple, être capable de dire très rapidement, il est là, je vous envoie une capture d'écran. Donc oui, un chatbot peut suffire si ça apporte de la réactivité. Ok, alors je pense que ça a bien répondu à la question de Samuel. J'espère, Samuel, avoir été clair. Je pense que oui. Et donc, on est pile dans le timing. Un grand merci, Julien, pour votre participation et le témoignage vraiment super intéressant que vous nous avez apporté aujourd'hui. On a appris beaucoup et surtout, ça s'intégrait très bien avec les témoignages de nos autres intervenants, donc très complémentaires. Et j'espère que ça a plu à tout le monde. Merci à tous en tout cas et merci aux autres intervenants du coup. Je vois qu'on est assez complémentaires, c'est pas mal. Voilà, ouais, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'écrire sur LinkedIn. Je répondrai avec plaisir. Ouais, il n'y a pas de souci, on donne votre email, comme ça, si jamais il y a d'autres questions ou quoi, ça permettra de poursuivre les échanges. Je vais sortir bientôt un rapport de quelques pages, entre 5 et 10 pages, il est en train de finaliser en anglais, mais sur la stratégie expérience client en milieu B2B, revu par un chercheur de l'ESCP. Donc, je le publierai sur LinkedIn et si vous voulez en savoir un peu plus avant, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. On va mettre. Est-ce qu'on peut mettre le lien de votre site internet peut-être dans le chat? Oui, bien sûr. Ouais. Ok. Super. Je pense qu'il est temps de passer à notre dernier intervenant. C'est bon? Ok.
Je passe la main du coup à Estefania.